En 1996 survient un événement tragique dans un village de l'Arkansas, la perte de 2 de ses habitants. Au cours des années, cet événement terrible va déboucher sur un acte d'humanité, de compassion et de bienveillance. Malheureusement, même les actes les plus bienveillants ne transforment pas certains humains. C'est ce que nous allons voir dans l'affaire d'aujourd'hui. Le petit village de Horseshoe Lake en Arkansas fait le bonheur de ses 300 habitants. Là-bas, c'est une communauté soudée qui vit en paix et des générations de familles qui y vivent et qui sont fiers d'élever leurs enfants dans cet environnement. C'est justement le cas de la famille Snowden, une des figures du village avec sa magnifique propriété connue sous le nom de la maison Snowden. Il s'agit d'une magnifique maison de style colonial proche d'un des lacs. La personne chargée de s'occuper de la propriété est l'un des membres de cette famille, Sally Snowden McKay, mère de 3 filles, Grace, Kathy et Martha. Le rôle de Sally est de s'occuper de cette maison, mais également de récolter les loyers de plusieurs chalets le long du lac dont la famille dispose. Durant l'année 1996, Sally vit justement dans l'un de ces chalets, tout comme son neveu Lee Baker, venu s'installer dans l'un d'entre eux après l'incendie de sa maison. Le neveu et la tante travaillent ensemble pour s'occuper de toutes les propriétés et ils coulent des jours paisibles à Horseshoe Lake, et ce, jusqu'au mois de septembre 1996 où tout bascule. Le 10 septembre 1996, Lee part au travail comme chaque matin. En soi, c'est une journée qui n'a rien d'inhabituel. Un des habitants de la ville, Bobby, conduit sa voiture lorsqu'il remarque une voiture complètement retournée sur le côté un peu plus loin. Il s'approche du véhicule pour voir si le conducteur a besoin d'aide, mais il n'y a personne à l'intérieur, ni dans les environs. Étonné, Bobby reprend sa voiture, il roule jusqu'au premier magasin du village afin de prévenir le responsable. Lorsque celui-ci entend la description faite du véhicule, il pense automatiquement à celui appartenant à Sally et les 2 hommes se rendent à son domicile. Lorsqu'ils arrivent sur place, ils remarquent le pick-up du neveu, Lee, mais celui-ci est garé de façon étrange. Il est placé devant la porte d'entrée comme pour empêcher l'accès à la maison. C'est déjà un élément étrange à leurs yeux, mais lorsqu'ils sentent l'odeur du feu et qu'ils constatent de la fumée provenant de l'intérieur, ils comprennent qu'il y a véritablement un problème et ils appellent les secours. Les pompiers arrivent sur les lieux, ils entrent dans la maison et ils tombent sur 2 corps sans vie partiellement brûlés. Il s'agit des corps de Sally et de Lee. Les constatations montrent qu'il ne s'agit pas d'un accident, les victimes ont été tuées par arme à feu. Il s'agit donc d'un double homicide et une enquête est ouverte. Toute la communauté de ce village tranquille est choquée par cette nouvelle. Il n'y a que très peu d'incidents ici et un double meurtre à Horseshoe Lake semble irréel. Les policiers prennent en charge les investigations et une équipe se rend chez Lee afin d'observer les lieux. Le domicile de l'homme semble avoir été cambriolé. Quelqu'un est entré par effraction, subtilisant 500 $ présents chez Lee. La coïncidence semble trop grande pour l'ignorer. Le ou les responsables des homicides doivent être les mêmes personnes qui ont cambriolé la maison de Lee. Il leur reste un autre élément à examiner durant cette première journée, le véhicule accidenté de Sally, toujours sur la route. Les experts relèvent différentes empreintes digitales présentes dedans et à l'extérieur de la voiture, mais pas seulement. Il y a aussi un cheveu découvert qui est récolté et qui est envoyé en analyse. Il peut s'agir de celui du tueur. Lors de l'examen du véhicule, les policiers constatent un gros impact sur le pare-brise du côté conducteur, donc il se peut que la personne qui conduisait a été blessée et qu'elle s'est rendue à l'hôpital. Mais la consultation des registres des hôpitaux donne aucun résultat probant. Ils interrogent ensuite les habitants du coin. Ont-ils vu quelque chose de suspect? Quelqu'un qui semblait blessé? Là encore, rien. Mais un habitant va témoigner et celui-ci raconte que le matin, il a vu passer la voiture de Sally à toute allure sur la route devant chez lui. Il n'a pas reconnu les personnes présentes à l'intérieur, mais il est capable de dire qu'il s'agissait de 2 personnes de type afro-américain assez jeunes. Grâce à cette information, les enquêteurs se penchent sur les profils de toutes les personnes de la région qui pourraient correspondre à la description. Et il y a une personne qui les intéresse particulièrement, car celle-ci a eu des problèmes avec la justice dans le passé. Il s'agit d'Edric Lewis, un jeune père de 20 ans.
Les policiers se rendent à son domicile et ils le conduisent au poste de police pour un interrogatoire. Edric leur explique qu'il est innocent, qu'il n'était même pas dans le village au moment des faits et surtout, il peut le prouver. Il a eu des problèmes avec la justice et il est à présent en conditionnel. Et justement, ce jour-là, il est allé voir son agent de probation, il a même signé pour signifier sa présence. Edric passe au détecteur de mensonges, il accepte de donner son ADN et finalement, son alibi est vérifié et confirmé et donc il est relâché. L'équipe continue d'avancer au fil des jours et les forces de l'ordre interrogent les proches des victimes afin de savoir s'ils ont ne serait-ce qu'une petite idée de qui aurait pu faire ça. Le fils de Lee, John, pense à quelqu'un, Travis Lewis, 15 ans, qui est le jeune frère d'Edric, l'homme interrogé juste avant. Si John le suspecte, c'est à cause d'un accident survenu quelques mois auparavant. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, les habitants sont proches les uns des autres, ils se connaissent, les enfants grandissent et jouent ensemble, et c'est justement le cas de la famille Lewis et des Snowden qui se connaissent bien. Travis allait parfois chez Lee, mais après un de ses passages, des jeux vidéo avaient disparu. Lee a rapidement soupçonné Travis, il est allé en parler à sa mère Gladys. Et effectivement, celle-ci a découvert les jeux cachés dans son domicile. Travis n'était bien sûr pas ravi d'avoir été découvert et dénoncé à sa mère, et fait troublant, la maison de Lee a été dévastée par un incendie peu de temps après. John a des doutes et il pense que l'incendie n'était pas accidentel mais commis par Travis pour se venger. Les enquêteurs commencent par se rendre à l'école de l'adolescent pour voir les registres de présence et ils découvrent que Travis n'était pas à l'école la journée du 10 septembre parce qu'en fait il a été suspendu. Ils se rendent alors au domicile des Lewis afin de l'interroger. L'adolescent leur explique qu'effectivement, il n'était pas à l'école, mais il a passé la journée chez lui et il a découvert les faits lorsque les pompiers sont passés dans sa maison. Il est innocent et même sa mère atteste qu'il était avec elle toute la journée. Là, les policiers se disent qu'il a quand même un alibi, il semble être un garçon de 15 ans assez timide et calme, loin du profil de quelqu'un capable de tuer 2 personnes. Pourtant, en se renseignant plus en profondeur sur Travis, les enquêteurs découvrent qu'en 1995, il avait volé un chèque à Sally et avait tenté de l'encaisser. Ils prennent alors la décision de le convoquer au poste de police où il passe au détecteur de mensonges. Les 3 premiers essais ne sont pas concluants pour la machine, mais lors du 4e, il échoue. Voyant les résultats du test, Travis revient sur sa version et il revient sur le déroulement des faits. Le 10 septembre, il n'est pas allé à l'école puisqu'il était suspendu, sauf que sa mère n'était pas au courant. Alors, ce matin-là, il a pris son vélo et il est parti de chez lui avec l'idée d'aller chez Lee pour lui voler l'argent. Alors qu'il pédalait en direction du domicile, il est tombé sur une connaissance, André, et il lui a parlé de son plan. Son ami s'est dit que c'était une très bonne idée et qu'il voulait y participer également. Ils se sont donc rendus tous les deux au domicile de Lee, mais sur place, André a une autre idée. Travis devait s'occuper de voler l'argent de Lee et lui, pendant ce temps, devait aller s'introduire chez Sally pour la cambrioler. André est parti pour se rendre chez elle tandis que Travis cambriolait l'autre maison. Puis, il a vu André revenir en panique, conduisant la voiture de Sally. Il lui a dit qu'il avait besoin d'aide, qu'il avait tué des personnes et qu'il devait faire disparaître leur corps. Les 2 jeunes sont remontés dans la voiture et ils se sont rendus dans le chalet de la femme. Ils ont tenté de déplacer les corps, mais ils étaient beaucoup trop lourds pour eux, alors ils ont décidé de mettre le feu à l'intérieur pour cacher le crime. Avant de partir, ils n'ont pas oublié de déplacer le pick-up de Lee devant l'entrée pour empêcher que quelqu'un entre et arrête l'incendie. Après ça, ils sont remontés dans le véhicule de Sally avec André au volant qui conduisait à toute allure et qui a fini par perdre le contrôle de la voiture qui s'est renversée sur la route. Travis a ensuite vu son ami s'enfuir dans les bois avec dans sa main un pistolet automatique de calibre 25 qu'il a plus tard jeté dans un lac. Après ses aveux, son ADN et ses empreintes sont prélevés afin de les envoyer en analyse. C'est maintenant au tour d'André d'être interrogé et dès le début, il dit que tout est faux. Il n'était pas à Orcho-Lake au moment des faits, mais chez sa copine toute la journée et celle-ci confirme qu'il était avec elle. Il a donc un alibi. Sauf que plusieurs éléments jouent contre lui comme des témoignages de proches, dont un qui déclare qu'André a avoué le crime et un autre qui affirme qu'il s'est rendu à l'hôpital sous un faux nom pour se faire soigner après l'accident. Il échoue également au détecteur de mensonges, ce qui renforce les soupçons des forces de l'ordre. Son ADN et ses empreintes sont également recueillis et envoyés en analyse. Les résultats tombent,
Les empreintes de Travis sont nombreuses à l'extérieur et à l'intérieur du véhicule et le cheveu retrouvé correspond à son ADN. Tout relie Travis à cette voiture, mais rien ne ressort concernant André. Il est donc libéré et écarté des suspects, contrairement à Travis qui est accusé du double homicide. La communauté de Horseshoe Lake reste stupéfaite après son incarcération. Beaucoup pensent qu'il n'a pas pu commettre un acte aussi monstrueux. Travis est accusé de crime capital et dans l'état de l'Arkansas, s'il est reconnu coupable, il peut écoper de la prison à perpétuité mais également de la peine de mort. Son avocat a peur pour la vie de son client, surtout qu'il se dit que c'est un jeune homme noir qui est responsable de la mort de 2 personnes blanches et que tout cela joue contre lui. Ce sont les paroles de l'avocat bien sûr. C'est alors que le procureur propose un marché à Travis. S'il accepte de plaider coupable à tous les chefs d'accusation, il échappera à la peine de mort et il aura une sentence plus courte. Terrifié à l'idée de passer en procès et de laisser les jurés décider de son sort, il accepte. Le 7 avril 1998, il plaide coupable des meurtres de Sally Snowden McKay et de Lee Baker, et il est condamné à 28 ans de prison et demi pour ses crimes. Il plaide également coupable de cambriolage et il est condamné à 5 autres années de prison. L'adolescent se retrouve alors en détention, mais pas sans soutien. Sa mère, Gladys, croit en son innocence et elle n'est pas la seule. Ce sentiment est partagé par Martha McKay, une des filles de Sally, la victime. Les Lewis et les Snowden se connaissent depuis des années et connaissant Travis, elle n'envisage pas qu'il soit capable de commettre une telle chose. Elle pense que celui-ci a bien cambriolé Lee, mais qu'une autre personne est responsable de la mort de Sally et de Lee. Martha est guidée par la religion bouddhiste et elle croit en la bienveillance des gens. Avec cette idée de pardon et d'aide, elle commence à écrire à Travis en prison et les deux continuent cette amitié épistolaire pendant de nombreuses années. Après le décès de sa mère, Martha a pris en charge la maison Snowden et elle souhaite en faire un lieu important, lui redonner une nouvelle splendeur. Elle investit de l'argent dans le domaine, le rénove et en fait un endroit sublime. La maison Snowden devient un lieu immanquable dans la région et Martha est surnommée la Dame du Lac. Les gens viennent louer des chambres pour la nuit, organiser leur réception de mariage dans ce lieu ou bien viennent seulement profiter de quelques jours de vacances. La vie va ainsi jusqu'en 2016 lorsque Travis demande sa libération conditionnelle. Martha est toujours une amie et un soutien pour lui, et donc elle est présente pour plaider en faveur de sa demande, mais celle-ci lui est refusée. Alors il retente à nouveau en 2018, toujours appuyé par Martha et sa mère Gladys, et cette fois, ça lui est accordé. Il est libre, et pour l'aider, Martha lui propose même un travail à la maison Snowden en tant que jardinier. C'est une nouvelle main tendue de la part de cette jeune femme. Et il n'est pas le seul de sa famille à travailler pour les Snowden car sa mère Gladys a obtenu un travail de gouvernante quelques années auparavant et donc travaille aussi là-bas. L'année qui suit se déroule bien pour tout le monde. Le succès de la maison Snowden continue et l'employeur et les employés sont satisfaits et ça continue ainsi jusqu'en 2020. Le 25 mars 2020, très tôt dans la matinée ou tard dans la soirée selon le point de vue, l'alarme de la maison Snowden se déclenche à plusieurs reprises et les forces de l'ordre se rendent sur place pour vérifier que tout aille bien. En arrivant, un des policiers constate que la porte arrière est entrebâillée et lui et son collègue entrent à l'intérieur. Ils s'annoncent mais aucune réponse ne leur parvient. Pourtant, ils entendent des bruits de pas qui proviennent de l'étage et donc ils commencent à grimper les escaliers. Puis, plus ils se rapprochent, plus ils sentent une odeur de combustible. Et cela se confirme en s'approchant d'une pile de vêtements imprégnés de liquide de la même odeur. Tout d'un coup, la porte de la salle de bain se referme dans un claquement et un homme crie. Les policiers lui demandent de sortir de là, mais le silence revient dans la maison. Un des agents attend devant la porte, quant à l'autre, il observe par la fenêtre lorsqu'il voit un homme sauter depuis la fenêtre de la salle de bain qui s'enfuit en courant. Le policier sort à toute allure de la maison pour le rattraper. Il tente de le neutraliser avec un taser, mais il n'y parvient pas. Il continue de suivre l'intrus jusqu'à arriver au niveau du lac où l'individu plonge sans hésiter. Le policier observe pour voir où se rend cet homme, mais il ne le voit pas remonter à la surface, alors il appelle des renforts. Pendant qu'une équipe s'occupe des recherches, l'autre reste à la maison Snowden et sur place, un des voisins vient leur parler. Il leur dit que c'est étrange parce que la voiture de Martha est toujours dans l'allée et que logiquement, elle doit se trouver à l'intérieur de la bâtisse. Les policiers retournent explorer les lieux et l'un d'eux va au niveau d'une pile de vêtements imprégnée de liquide inflammable et en soulevant les vêtements, il découvre le corps sans vie de Martha.
À ses côtés se trouve un couteau ensanglanté et également un petit sac contenant de nombreux bijoux de valeur. Les premières estimations des enquêteurs sont qu'un homme a pénétré dans la maison, s'est attaqué et a tué la propriétaire des lieux. Il planifiait de voler les objets de valeur et de mettre le feu au domicile, mais c'est pendant cette étape que les policiers sont arrivés sur les lieux, faisant fuir le tueur. Le corps est envoyé en autopsie et l'identité de la victime est confirmée. Il s'agit bien de Martha McKay. Celle-ci a reçu de nombreux coups, dont plusieurs coups de couteau qui ont mené à son décès. L'équipe de recherche continue d'explorer le lac et ses environs et à l'aide d'un sonar vers 11 h, un corps est repéré dans le lac. Ils parviennent à le récupérer et à l'identifier. Il s'agit de Travis Lewis, qui est mort par noyade. Avec la mort du coupable, il est plus compliqué d'obtenir des explications sur les faits et de comprendre pourquoi cela s'est passé. Mais la famille Snowden a une idée concernant le mobile du crime. Quelque temps auparavant, Martha avait vendu un lustre pour une valeur de 10 000 $ en argent liquide qu'elle avait conservé dans la maison. Cet argent a disparu dès le lendemain de la vente et la propriétaire a suspecté son employé Travis, qui était présent au moment de la transaction et qui savait donc qu'il y avait cette importante somme d'argent dans le domicile. Martha l'a renvoyé et elle lui a dit de ne plus revenir dans la maison Snowden. Ses proches pensent que c'est la raison qui a poussé Travis à revenir, à voler et à tuer celle qui lui avait tendu la main. Pour les autorités, le mode opératoire est trop similaire entre les crimes de Sally, Lee et Martha pour ignorer les similitudes. Dans les deux affaires, il est question de vol, de meurtre et d'une volonté de mettre feu au domicile afin de faire disparaître toute trace des faits. Et en faisant cette constatation, il s'est encore plus déterminé à penser que Travis a agi seul lors des premiers meurtres. Celui-ci, sans l'aide d'André, est allé cambrioler la maison de Lee, puis celle de Sally. Sauf que les deux victimes sont entrées au domicile lorsqu'il était toujours dedans et il les a tuées. La maison Snowden, symbole du village d'Horseshoe Lake, a été vendue après le décès de la Dame du Lac. Celui-ci a été détruit afin de reconstruire un autre bâtiment. C'est une véritable tragédie familiale qui s'est déroulée dans cet endroit de l'Arkansas où 3 personnes de la même famille se sont vues ôter la vie par le même homme à 23 ans d'intervalle. Cette affaire peut aussi nous faire questionner sur la réinsertion des personnes ayant commis des crimes capitaux au sein de la société. Pensez-vous qu'il faudrait un plus grand suivi, un accompagnement plus rigoureux pour ces personnes? Ou bien pensez-vous qu'il n'est pas possible d'avoir une seconde chance après avoir commis un tel acte? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Martha avait un cœur pur et elle souhaitait aider Travis à avoir une nouvelle chance dans la vie, le défendant face à ceux qui l'accusaient d'avoir tué sa mère. Malheureusement, cet acte de gentillesse s'est violemment retourné contre elle de façon abominable. C'est tout pour cette affaire. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à l'aimer, ça aide la chaîne. Vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire.